messieurs, bonjour, bienvenue sur ION News pour une nouvelle semaine d'émission spéciale dédiée au budget de Pravin Jagnnath. La semaine dernière, jeudi dernier, il a prononcé son discours. Depuis, nous avons eu un aperçu économique du contenu du budget de Pravin Jagnnath, puis un aperçu politique également. Aujourd'hui, ce lundi, nous avons réuni un panel de 6 experts pour parler de services financiers. Alors, avec nous, pour débuter l'émission, nous avons Priscilla Patou, avocat d'affaires, également Roshan Natou, Managing Director de Globefin Management Services, et Thierry Valette, General Manager chez Afresia. Avec nos 3 invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nos 3 invités, ainsi que ceux qui se relayeront après les pauses, nous parlerons des défis qui attendent le secteur financier et puis aussi des changements annoncés dans le discours du budget par Pravin Jagnnath. Le changement contenu dans le fameux blueprint dont nous allons parler régulièrement tout le long durant l'émission. Alors, messieurs, et madame, nous commençons par un mot plutôt qui revient régulièrement dans le discours de Pravin Jagnnath ce jeudi, c'est le mot substance. C'est souvent un reproche qui nous fait au secteur financier pour dire qu'il y a l'entreprise, offshore management companies, shell companies, qui gèrent des affaires un peu là-haut, qui peuvent avoir une substance, c'est l'argent qui passe, aller, venir dans Maurice. Priscilla Patou, pour sa mot substance qui revient régulièrement dans sa budget-là, qui des efforts nous besoin et qui des efforts peut prévoir qui nous peut faire pour ajouter substance dans nos secteurs financiers. Donc, pour commencer, bien connaître que sa substance requirement vient en follow-up une case qui a gagné de l'EN, une transaction qui beaucoup GBC1 fait et qui bénéficie de l'avantage de ban traité. Et ça, une transaction là est remise en cause par une case qui a High Court en Inde. Grosso modo, prendre l'argent indien pour retourner dans l'Inde même. Exactement. En ayant des avantages fiscaux. On utilise Maurice uniquement comme juridiction qui est dans ce traité-là pour éviter ou avoid tax ou payer le capital gains tax en Inde. Donc, je commence à raise sa issue de substance qui, indépendamment du fait qu'il y a un TRC, donc un Tax Resident Certificate, malheureusement, only the TRC n'est pas suffit. Donc, suite à ça, la FSC et le gouvernement mettent en place un additional criteria. Donc, pour gagner TRC, donc résident Maurice, donc bénéficier d'un avantage traité, nous avons des directeurs, nous avons un management company ici, faire un board meeting ici. Ça commence comme ça. Après, il y a 2 ans de cela, nous avons un additional criteria, comme par exemple ajouter une clause d'arbitrage dans notre constitution, louer un bureau, employer un staff et faire un capital expenditure Maurice. Donc, ça, un critère-là, il ajoute substance pour satisfaire justement une pression de nos pairs avec qui, donc l'EN, le CDE, l'Union européenne. Donc là, je me trouvais, il y a encore d'actualité parce que nous dans une phase très importante au niveau GBC, Global Business. Et si nous parlons qui nous tag par le CDE de nous harmful tax practices, nous pouvons justifier substance. Donc, vers qui nous pouvons aller, je crois capable Roshan. Justement, nous tournons vers Roshan Natou, où dirige Globefin, qui est dans le secteur offshore management depuis de nombreuses années. Pour sa chemin vers plus de substances là, qui ne reste pour parcourir, qui des efforts additionnels. C'est vrai que le ministre des Finances pas dire spécifiquement qui choses additionnelles nous peut bien faire, mais qui nous reste pour faire pour ajouter de substance dans le métier. Donc, je pense que le ministre des Finances n'est pas dire exactement parce qu'il pénalise la liste. Pénalise la liste conditions qui viennent satisfaire internationalement, qui est acceptée. Pour dire, voilà, si nous comply avec la liste de choses, donc substance requirements met. Donc, tout est une question de perception. Je donne l'exemple, récemment, je suis en Asie, en voyage, donc je suis un consultant, une firme internationale de comptabilité, et nous cause Maurice vis-à-vis Singapour, Hong Kong, etc. Donc, il y a un consultant qui dit, moi, tu connais, nous convaincus, parce que nous sommes professionnels dans le milieu, nous convaincus about Mauritius. We are convinced about Mauritius. Mais systématiquement, nous présentons un client
Hong Kong, Singapour, Maurice, il dit qu'il préfère Singapour. C'est une question de perception qui, if it is Singapore, it must be clean, it must be okay. Même si, c'est vrai? Et pas nécessairement, même si, il dit moi, justement, par exemple, Singapour, nous avons un seul directeur pour nous setup une compagnie, et sa compagnie qui nous setup là-bas, pas nécessairement, il y en a du monde qui est employé, etc. Mais c'est une question de perception. Donc nous, c'est une bataille continue de build-up, nous l'image et la perception qui, justement, we mean business. Donc ça, nous sommes capables de mettre 10 conditions, comme nous sommes capables de mettre 100 conditions, mais si nous ne pas gagner cette bataille de perception-là, il peut difficile. Donc, qui reste à faire? Bon, je pense que nous continuons, nous commençons dans une bonne lancée, nous commençons dans une bonne direction, nous continuons bouger dans cette bonne direction-là, mais c'est une affaire qui vient build-up de l'image. Par exemple, qui va nous faire nous faire récemment qui pour revient à ajouter de substance dans nos bonnes activités. Alors, ce qui est intéressant, et je pense que le budget, il bien scelle le issue, c'est qu'il ne faut pas nous ring fence tout ce qui est business international avec Maurice. Expliquez exactement. Alors, ring fence, peut-être nous pas nécessairement comprendre. Absolument, absolument. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans le passé, nous vendons à la base deux systèmes. Un système domestique pour les gens qui restent là et un autre, c'est un système global business pour les clients étrangers. Donc, ce qui, le CDE et l'organisation internationale, le principal grievance qu'ils ont contre nous, c'est qu'il ne faudrait pas y avoir deux systèmes. Il faudrait nous harmoniser les deux. Nous avons harmonisation. Exactement. Il faudrait tous les deux traiter de la même façon. Ouais. Donc, c'est ce qui, me pensais, le ministère, le budget, il s'est achieve en disant que maintenant, nous traitons même un investisseur local et international, il peut gagner même bénéfice, même l'avantage, donc pas pour la différence. Donc, je pense que ça, c'était pas la bonne direction, parce qu'à ce moment-là, il est difficile pour pointer nous du doigt, pour dire, ben, nous payons un système spécial, avantageux pour les étrangers, juste pour faire ça, vous êtes depuis que vous étiez, pour vivre Maurice, vous payez moins de taxes. Donc ça, c'était pas dans la bonne direction, je pense. Alors, Thierry Valentina, un autre part qui le ministre a annoncé, qui fait un petit séisme, mini-séisme dans le monde dans le secteur financier à Maurice, dans le monde du global business, c'est le fait qu'il, bientôt, à partir du 1er janvier 2019, enfin janvier 2019 pour être dire premier, effectivement, janvier 2019, sa fameuse GBC, catégorie GBC2, Global Business 2, pour ne plus exister. C'est un bon pas dans sa direction de l'harmonisation. Il y a un seul Global Business License dans Maurice, c'est GBC1, et puis tout le monde comprend exactement qui ça veut dire et qui a à faire. Et moi, d'abord, c'est une mesure que tout le monde peut attendre. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et ça faisait déjà quelques années que GBC2 n'était pas nécessairement la structure la plus favorisée. Si on est étranger ou on vit l'équivalent de GBC2, il y a les autres juridictions qui ont fait Ali. Sous un autre nom. Sous un autre nom, il peut appeler IBC, c'est pas ou Société Internationale, ou whatever, ou BVI. Il y a une coquille, que tu pas qu'un autre travail dans sa propre pays là, c'était le cas devant le GBC2, et qui n'est pas taxé. Donc, effectivement, nous payons cause harmonisation aujourd'hui. Un GBC1, il est taxé, il tient un rebate sur taxe, il est taxé, et aujourd'hui, ça rebate là, il peut venir équivalent à ce qu'il peut gagner au domestic company. Donc, il ne peut pas faire différence fiscale si vous dans un domestique ou dans un GBC1. Effectivement, Global Business tout là, il tient un avantage fiscal définitif parce qu'il n'est pas taxé au sein de cette compagnie-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec la transparence que tout le monde demande, etc., nous, dans GBC2, si probablement demande un client qui fait envie de là-dedans, plus d'éléments qu'il y a dans notre juridiction. Donc, tu peux servir un peu moins. Bon, mais tu peux servir encore. C'est là son intérêt. On a les autres véhicules. Et le fait d'harmoniser ça aussi, mon camarade Roshan, tu peux dire, nous peut envoyer un signal assez fort qui, OK, nous avons un seul régime, tout le monde pareil, en plus nous peut créer plus de substance. Donc ça peut changer aussi nos réputations dans le bon sens par rapport à l'état de Singapour, par exemple.
nous devons travailler là aussi une question de perception d'image. Maintenant, si il y a effectivement certains gens qui peuvent faire beaucoup JBC2, ils ont besoin de réinventer notre business éventuellement. Mais on dirait que ça budget-là prend, je pense, le monde du global business à contre-courant. Tout le monde savait, tout le monde connaît que ça peut venir. Oui. Mais Rochanato, justement, moi, Pétandé, qui a une certaine quantité offshore management companies, qui quand même, malgré tout, vous êtes spécialisés là-dedans. Et c'est votre bread and butter, tous les jours, vous faites ça. OK, c'est vrai qu'ils ont besoin de réinventer. Et moi, Pétandé également, qui l'appellation GBC2 capable de disparaître. Mais l'idée, le fonctionnement, capable de renaître sous un autre scheme. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça? Est-ce que nous avons couillonné le CDE? Est-ce que nous avons couillonné les mondes en déguisant GBC2 sous un autre forme, appelé un autre nom, dans Maurice? Vous pensez si nous essayons dans cette direction-là, il vous rattrape nous bien vite. Donc, je ne pas penser, nous disons, et c'est tellement l'avantage des autres centres financiers, c'est que quand vous avez certaines normes, des stick to it, et nous disons consistants dans ce qui nous peut dire. Vous pensez nous pas bien faire ça? Ceci étant dit, nous, un opérateur qui dans le global business à Maurice, nous connaissons qui GBC2, à part bien sûr sa fiscalité et peut-être l'audit, etc. Le reste, tout le règlement qui peut appliquer pour GBC1 et domestique, en général, il est appliqué pour GBC2. Mais encore une fois, c'est une question de perception. Vis-à-vis un étranger ou une organisation internationale, il paraît, comment dire, nous pouvons faire ça spécialement pour attirer des investisseurs qui ont envie de ne pas payer taxes, etc., etc. Donc, pour revenir à la question, on ne va pas penser nous nous changer, nous sommes consistants dans ce qu'il nous dit, nous continuer dans ce chemin-là. Et finalement, vous pensez le but avoué, c'est d'intégrer d'une façon ou d'une autre tout ce qui est domestique et international. Et encore une fois, vous pensez de me bouger dans votre direction. Président Batou, vous ne tournez pas par regarder derrière encore? Non, moi, je suis pas d'accord avec Roshan. C'est vrai qu'il y a un bruit de couloir qui peut dire qu'il n'est pas pour disparaître exactement. Enfin, une petite souris par-ci par-là qui laisse entendre que ça va être considéré parce que il est vrai que Saban Management Company qui a un gros portefeuille de GBC2, sa clientèle-là, les pour pas les bagages, les pour aller, mais pas si les pour reconvertir, les viennent ici pour gagner certains avantages. Juste pour ça. Les viennent là pour ça, pas forcément parce qu'il n'est pas payé taxes, mais il monte une structure parce qu'il y a un business plan prévu. Et là, effectivement, les types peuvent arriver. Mais est-ce que le management company il fait son travail de pédagogie avec les clients pour dire que voilà, c'est ce qui peut arriver parce que quelque part la consistance depuis l'année dernière ou depuis nous nommons CRS par exemple, CRS une capture, GBC2 une capture par CRS, GBC2 pour besoin disclose, ça veut dire il y a une certaine transparence et dernièrement FSI passe des nouveaux règlements qui permettent GBC2 d'investir dans la bourse, qui permettent d'ouvrir un compte roupie. Donc, il y a une transparence, il y a une disclosure, mais c'est vraiment ça côté fiscalité neutre là, tout en étant résident, qui OECD, tu peux taxer. Donc, si je ne connais pas qui miracle, qui formule ce cas trouvé pour répondre à sa critique de l'OCDE là et réinvente une nouvelle forme de GBC2, mais si je ne pas réussi à résoudre ce problème là, c'est vrai que l'OCDE, pas pour l'espace. Thierry Valette, pourquoi il y a une expression qui nous, responsables politiques, surtout, servi beaucoup quand je parle de une plateforme internationale, je dis qu'il y a une juridiction qui est propre, qui est claire, qui est transparente, etc. Là, dans le budget, le ministre des Finances utilise le concept qui nous adhère à Best International Norms and Standards, la question transparence. Pourquoi est-ce que c'est une question politiquement incorrecte ou pas? Est-ce qu'il nous oblige à suivre cette règle qui OCDE mettait là? Est-ce qu'il nous est capable de préserver nos compétitivités tout en prenant quelques libertés avec cette règle-là? Ou alors nous bisons suivre cette règle-là et nous bisons ajouter plus de transparence, nous bisons ajouter plus de substance, nous bisons ajouter plus de reporting? Il y a deux volets dans cette question-là. Le premier volet, pour reprendre ce qui nous est là, et dans le monde actuel, il est bien important qu'on soit vu comme une juridiction
clean. Et nous pas là pour faire un trafic d'hommes, un money laundering, tout ça, une histoire là derrière. Et il faudrait qu'ils nous positionnent, nous, vraiment, et vu pour une juridiction sans problème. C'est ça qu'on met en avant aujourd'hui pour développer notre business. Maintenant, là, on parlait de CRS. Maurice étant ici, à l'accord avec le CDE-là, l'inopté pour toute une option Partage d'informations. qui, non, ça c'est obligatoire. Ouais. Mais il y a pas mal d'options qui, quand nous sommes dans les choix, nous prenons une bonne option. Okay. C'est-à-dire qui laisse nous un petit peu plus de liberté qui c'est notre juridiction. Donc, il faudrait que dans ce cadre-là, nous travaillons correctement. Mais c'est sûr qu'il faudrait que nous travaillions dans l'esprit d'avoir une réputation sans tâche. Tout le monde veut ça. Est-ce que ce que préconise le CDE est tout le temps bon pour nous et nous capables de prendre liberté par rapport à ça? Moi, je pense finalement, nous devons agir selon nos meilleurs intérêts. C'est ça qui doit être le defining factor, nos best interests. Mais en même temps, il ne faudrait pas nous considérer comme une rogue state, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas suivre nos internationales, donc nous blacklist, nous faisons tout ça. Et moi, je pense que si nous réussissons équilibrer les deux, nous sommes capables de joindre l'objectif tout en agissant dans nos meilleurs intérêts, mais en même temps, not to be treated as a rogue state. Je vais prendre l'exemple. CRS, Thierry, tu peux mentionner ça un petit peu plus tôt. Par exemple, Singapour, quand il adhère à tout ce qui est Common Reporting Standard, il dit qu'il commence à échanger d'informations à partir de 2018. Ce qu'il dit, il met une caveat là-dedans, c'est qu'il faut guetter avant, c'est-à-dire à partir de 2017, si les autres États, peuvent échanger. Donc là, même s'il adhère à une norme internationale, il guette son meilleur intérêt parce qu'il dit pas du monde faire arbitrage entre lui et les autres États. Donc il dit si nous pouvons échanger, avant nous guetter si les autres échanger. Donc ça, c'est un exemple d'agir dans le meilleur intérêt du pays, tout en étant compliant with international norms and standards. Qui nous risquait si nous ne pas faire? Nous nous trouvons avec le CDE et l'Union européenne qui nous vient dire, soi-disant, on était dans la liste grise. Pas noire. La liste blanche, c'est non. Et non, c'est juste que le CDE ou l'Union européenne utilise le pouvoir de force économique. Nous, Maurice est petit, tout un État insulaire, tout seul, je peine à l'avoir. Lors de la conférence de l'IFA dernièrement, Pascal Saint-Amand dit que everybody sits on the same footing, tout le monde même pied d'égalité. Which is a joke. joke. Pas croire, non, pas qu'à dire Maurice c'est la même la voix qui États-Unis. États-Unis, il y a une des premiers instigateurs de BEPS et au final il n'a pas signé. Il n'est pas signé, je n'allais pas vous signer. Oui. Donc, c'est un peu une hypocrisie quelque part parce qu'on nous met la pression parce que Maurice, un petit État, n'a pas pouvoir économique de négociation. Est-ce qu'il nous a, à part ce que Thierry peut dire, qui dans nos signatures nous prend un opt-in, opt-out, qui donne nous une certaine marge de manœuvre, il faudrait nous jouer cette manœuvre-là intelligemment. Et nous ne sommes pas capables de refuser parce que nous taguons et ça pour nous et toutes nos bonnes relations d'investissement commercial avec tous ces États-là. Donc, nous ne sommes pas capables de prendre ça risque-là. Donc, nous payons le choix. Nous payons le choix. Malheureusement, c'est l'époque du colonialisme financier moderne. Et la loi du plus fort est souvent la meilleure. Donc, nous, il faut, nous besoin naviguer là-dedans, effectivement. Mais comment on ressent bien dire, tout en regardant l'intérêt du pays en priorité, ça c'est bien important, et en respectant les guidelines, on va dire, le principe mondial, moderne de l'échange d'informations. On ne peut pas passer outre. Nous marquons une courte page de pub et nous revenons juste après, à tout de suite.
Nous sommes de retour en studio, nous sommes en direct et nous avons été rejoints par Anthony Leung-Shing, partenaire chez PwC. Alors nous discutons bien évidemment du secteur financier, des annonces contenues dans le budget par Pravin Jagnnath et du fameux blueprint dont on a eu quelques aperçus en termes de mesures dans le discours de Pravin Jagnnath ce jeudi. Alors, Tony Leung-Shing, il y a un mot qui nous revient là-dedans, dans sa budget-là, c'est harmonisation régime fiscal. Qui ne comprend pas harmonisation régime fiscal, qui nous peut harmoniser et qui fait bien harmoniser. Ok. Au fait, avant le budget, il y a beaucoup à attendre au niveau du secteur financier, surtout le côté global business, que vu la conjoncture internationale, une réforme qui peut passer au niveau de l'OCDE et qu'au niveau de BEPS, Base Erosion Profit Shifting, il y a une attente que effectivement tu peux besoin de réforme système fiscal mauricien. Hein? Et là, OCDE, tu as un rapport, un régime à travers le monde qui est potentiellement harmful. Et dans Maurice, il y a le global business sector que tu highlighté comment potentially harmful. Et là, basé sur l'étude là, le gouvernement l'année dernière, tu prend un engagement pour effectivement réformer le secteur fiscal financier Maurice, le global business sector, et tu aussi signe sa multilateral instrument, MLI. Et là, basé là, tu prends une refonte du secteur financier, du global business, une harmonisation de sa secteur domestique et global. Sa harmonisation-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est effectivement le secteur domestique qui est taxé à la hauteur de 15%, et le secteur global business qui est taxé effectivement à 15%, mais qui a une taxe crédit de 3%. Et là, tu as besoin d'une harmonisation de ces deux secteurs-là. Et ce que nous trouvons dans
mesures budgétaires cette année-ci. Il y a sa l'harmonisation de sa secteur global business là et sa secteur domestique que tous les deux pouvaient un secteur uniforme et prennent une exemption partielle de 80% de certains types de revenus. Alors, qui l'avantage ça donne nous, qui désavantage ça donne nous, en fait prochainement. Et vous pensez, encore une fois, c'est perception, c'est-à-dire ne pas différencier entre domestique avec international. Et c'était, on me dit avant, le principal grief de l'organisation internationale. Mais d'un autre côté, au niveau domestique aussi, même si l'impact est peut-être minime, mais il peut être boost à l'économie locale en termes de secteur manufacturier, exporté, trading, etc. Parce qu'ils utilisent pour taxation pour ramener à 3%, par exemple. Donc ça, c'est l'avantage. Et voilà. Rejoindre M. Natoulou, là? Oui, tout à fait. Ça, effectivement, pour le secteur domestique qui est utile aussi pour l'industrie locale? Oui, qui a envie de développer vers l'export, ou même voir éventuellement une nouvelle compagnie qui a une setup ici, tournée vers l'export. C'est aujourd'hui probablement une bonne affaire qui nous peine réussi pendant les dernières années dans l'économie, se développer un peu de nos industries exportatrices. Espérer que ça donne quelques incentives à avoir. 3% de l'entreprise qui ne peut pas faire profit, est-ce qu'il vaut la peine ça? Tant qu'il ne peut pas faire profit, oui, mais s'il fait profit, il est intéressant. Oui. Donc, peut-être c'est aussi le problème actuellement. Peut-être qu'il pourrait aussi new investors qui peuvent venir, oui, mais ils peuvent faire un certain qualité de business ici, qui peuvent développer, ce qui peuvent exporter, peuvent taxer à 3%, tout en étant une société entièrement locale. Et il y a quelque chose de très intéressant. Donc, nous pas qu'il existe une structure holding, etc., mais nous trouvons l'économie réelle. C'est une économie différente, mais une économie aussi qui va nous permettre d'exporter des real goods pour venir changer notre balance commerciale. Anthony Langching, qui donne l'avantage vous trouvez un expert en taxes qui les fait réel vous trouvez parmi vos clients de ça? Non, beaucoup parfois critiques, tu peux dire oui, nous donnons ça incitation là, étranger pour venir setup dans le global business, mais producteur mauricien qui est capable de faire des affaires similaires, pas nécessairement tu peux gagner même l'avantage. Et là, sa harmonisation-là, il fait un level playing field dans cette façon, non seulement étranger, mais mauricien aussi, qui a bénéficié de ça. Et de plus en plus, que le pays-là peut aller, peut demander beaucoup plus de substance dans Maurice. Mais quand on met plus de substance, quand on met beaucoup plus d'activité économique dans Maurice, la démarcation entre économie domestique et économie global business devient difficile parce que tous les deux peuvent mettre plus de substance. Là, il est important que cette démarcation-là d'y aller parce que là, tous les deux viennent level playing field. Alors, un petit paradoxe là, Thierry Valette, nous avons harmonisation, nous avons même type régime fiscal, mais la banque, toujours une special levy, là, dans le budget, nous avons le ministre des Finances dire qu'il pour un régime fiscal spécial, ça coûte là, à l'étude pour le milieu bancaire. Ou OK que ça, ou bien autour la différenciation? Moi, difficilement, à dire OK, ça, c'est ça, effectivement, on dit le secteur bancaire, victime de ce succès, oui. Dans un certain sens. Bon, c'est vrai qu'il la banque peut faire en général plutôt bien, et depuis quelques années, nous faire une solidarité, prendre une lévy en plus, etc. Les villas, tu peux aller ça là, une repousse pour une année, mais il dit pour remplacer par d'autres affaires. Je ne sais pas bien qui monte dans d'autres affaires là, mais il cave éventuellement pas bon non plus pour la banque. Et éventuellement, vous connaissez, ça va les villages, ils prennent à se répercussion leurs clients à one point in time. Donc, il n'est pas, effectivement, pas nécessairement juste qu'il peut taxer une industrie en particulier, et ça de façon continuelle. Mais par rapport au public en général, il est toujours plus facile de dire, nous taxer la banque. Toujours me dire, ouais, la banque, il y a un petit
prend intérêt, même moi, les taxés un peu plus, pas fait dans rien. Mais bon, sauf qu'intérêt là, ben, finalement, la banque a pour garder un peu plus fort, parce qu'il y a plus de taxes pour payer, parce qu'il y a rémunère sur un actionnaire à hauteur de leurs espérances. Ouais. Tu parlais de nos places, hein? Ouais. Donc, aujourd'hui, ce secteur-là, oui, effectivement, les Mauriciens, mais il ne fallait pas oublier qu'il y a une banque internationale qui gravit de Maurice et d'ailleurs, aujourd'hui, une routine de la banque internationale qui est allée. Donc, le fait de punir, entre guillemets, un secteur d'activité fait que ça peut limiter son développement. Alors, il y a la banque, il y a la télécom aussi qui a un special levy. La direction de l'harmonisation nous peut aller vers ça là, ou bien ça va une exception là, faire qui nous dit à faire pour nous pratiquer le contraire? Mais je pense qu'il y a un problème de perception aussi, que le gouvernement peut envie make sure, comme on dit, un secteur qui est profitable, peut contribuer à fair share of income, comme on le dit. Et nous trouvons sa politique fiscale là, non seulement l'urban corporate, mais nous trouvons l'urban individu aussi. Pas oublier que l'année dernière, nous avons aussi gagné une solidarité les villes urbaines individuelles, qui, au-delà de 3,5 millions, ont besoin de payer sa solidarité des villes là. Et le gouvernement, la manière qu'il peut exprimer, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités au niveau de la société. Le bas individu au bas de l'échelle, il y a une negative income tax. Là, on va trouver une remise une taxe à 10% pour les middle class. Et c'est une politique fiscale de fair taxation qui peut amener. Mais il y a une clarté là-dedans. Mon take là, c'est qu'il il faut taxer plutôt les dépenses plutôt que l'effort. Un système qui, par exemple, 15% partout, les clairs, les dettes, les simples pour administrer, etc. Donc, justement, en ce moment, VAT, moi, penser, c'est l'item qui amène plus beaucoup de revenus pour le gouvernement. Moi, penser, tu visais peut-être faire plus d'efforts à côté-là, qui arrive avec un système solidarité Lévis ou bien différents barèmes, etc. Par exemple, income tax, bon, pensez, tu peux meilleur, ils nous augmente le exemption threshold, mais nous gagnons les 15%, les simple, les points administrés. Parce que quand un système simple, etc., il y a moins possibilité de fraude. Moi, quelqu'un, tu veux dire une fois, à ce là everything's being equal. Hein? À 15%, nous générons plus de revenus qu'à l'époque, 25-30%. Le système là, c'est, et quand il est raisonnable, du monde contribuer. Si nous commençons à mettre différents barèmes ou bien différentes qualités de diction, etc., là, il y a plus de sens qui du monde c'est fraudé, ou bien ne pas payer, ou bien il y a litigation, etc. Vous ne pouvez pas poser cette question-là, Anthony Langching. Ça move, qui est un move politique tout à fait raisonnable pour un leader, un parti, un premier ministre, de baisser le seuil d'imposition de 15 à 10% pour un monde qui gagne à peu près moins que 50 000 € par mois. Est-ce qu'il complexifie ce système-là? Est-ce qu'il vient ajouter trop de sérieux par lesquels les gens pourraient rentrer pour triquer, ou alors pour en fait, il reste une bonne décision? Sa réduction, l'imposition, le rabat du monde qui gagne moins de 50 000 € par mois, il dans une certaine mesure une mesure populaire pour comme on me dit dans mon analyse budgétaire, nous à un an de l'année finale de ce gouvernement-là, ce mandat, et nous commençons à trouver un peu agenda, une mesure qui est assez populaire. D'un point de vue fiscal, sa politique de diminuer taxes ou augmenter taxes dans certains autres secteurs, il complique le système, comme Rochan peut dire. La politique de Maurice, quand il tient une taxe simple, une taxe transparente, c'est ça qui fait la force de Maurice pour attirer les investisseurs et faire nous succès aujourd'hui. Et mon pensée, il est important de nous garder. Il est important de nous garder aussi pour nous attirer des gens qui disposent de payer $1 million pour venir acheter une nationalité mauricienne pour faire business ici?
Alors, c'est deux sujets. On se dit quoi, là? Ouais, ne pas dire la cause d'un sens du système personal tax qui ça pour attirer plus ou moins un étranger qui d'accord pour une payer $1 million. Si vous revenez à la première question là, effectivement, moi je me partage à la vie là qui c'est plus nous simple, moins pour gagner une taxe evasion. Et le fait qu'ils nous permettent pas mal de petites poches d'exclusion, etc., vient effectivement faire un qui m'a faire pousser payer moins taxes, etc. Donc nous venons ouvrir les étangs dans différents cas, alors qu'ici seulement c'est effectivement très simple. Mais comme Anthony aussi dit, l'année dernière, on rajoute une taxe aussi. Donc je viens créer une différence et ça va une différence ça peut créer au fur et à mesure. Et, comment dire, nous parlons en direction que nous étions en vent avec un tabarem, alors que nous remettons tout ça en plat et qui tout se passe bien là. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire attention et qui peut envoyer un mauvais message à un éventuel investisseur qui va venir à Maurice dire je peux complexifier au fur et à mesure, je peux faire ça, je peux rajouter ça. Donc, il manque une lecture à long terme par rapport à ce qui est quand nous avons mangé par devant. Donc c'est là que nous devons faire attention. Par rapport à un étranger qui éventuellement vient mauricien, c'est un grand débat. Pour les gens qui peuvent gagner, parce que ou un des bandes du monde quand je peux discuter pour préparer cette émission là un peu plus bonheur, ou un des bandes du monde qui pensait qu'il y a une vraie utilité, qu'il y a une vraie possibilité qui ça servi les intérêts du pays, et c'est pour ça que je pose cette question en fait. Avant non, effectivement. Alors, il y a un sujet bien sensible. Mais il y a un côté positif et un côté négatif. Il faut qu'on contrôle le côté négatif là. Mais définitivement, le côté positif, c'est qu'il nous a trouvé $1 million, c'est pas une petite monnaie. Pour un monde payer $1 million pour venir, c'est qui, vraiment, il paraît content pays là, il a envie de venir ça, il a envie de sentir libre mauricien. Aujourd'hui, nous avons un problème, un monde qui vient de Maurice, qui crée un business, il a un sentiment d'exclusion dans ce sens, parce que je ne peux pas pour venir de mauricien. Ou très difficilement. Ou alors, tu peux mais par une manière qui partit 100% clean. Donc là, ou une casse, ou qu'à vin mauricien. Et ça dit qui peut vin mauricien là, il peut employer du monde, probablement c'est du qui a beaucoup de casse. Donc il peut employer beaucoup de monde, éventuellement il peut créer un business Maurice, donc il peut faire toute une activité, il peut dépenser casse Maurice. Et nous avons trouvé qu'il dans un revenu qui nous a au niveau taxe, au niveau TVA ou whatever, nous avons un revenu gouvernement peut augmenter plus vite que nos croissance. C'est parce qu'il nous peut gagner du monde qui peut dépenser casse. Donc il y a une explication derrière ça. Il ne arrive pas tout seul. Donc avoir une foule de personnes qui peuvent venir mais qui ont vraiment une telle monnaie, je pouvais mettre Maurice sur la map, comment il y a Monaco sur la map, un dimanche à Boucas, il prend Monaco. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement vu de Maurice. Très peu. Mais si effectivement je donne un sentier pour Ville Maurice, et il y a les autres points positifs pour les Villes Maurice après. Les Villes Maurice, si ce sont des enfants, Ville Maurice, etc., c'est-à-dire les Villes, effectivement, taxable Ville Maurice, s'il reste Maurice. Et il va bénéficier de notre système de taxes. Il va payer un impôt sur la fortune. Il paye un IFI, nous payons un droit à la succession, nous avons une petite taxe sur le dividende à terre, mais il y a pas mal d'avantages qui, en tant que Mauricien, les Boucaves, fully bénéficier. Dans les villes là, comme étrangers, ils travaillent, développent un business, il y a toujours une espèce d'épée de Damoclès sur la tête. Demain, les concurrents avec un proche gouvernement là, disent tu connais, tu permis pas pour renouveler ça. Donc, le fait qu'il nous fait aller une Mauricien, nous élimine sa crainte, même s'il est injustifié, qu'il dit qu'on là. Maintenant, ça vient créer des autres problèmes. Si nous venons manger aussi dans, je dirais, la gamelle de développeur immobilier qui veut faire un IRS, etc. Le fait qu'il vienne Mauricien, il peut avoir un terrain en dehors d'un IRS éventuellement. Donc, nous ne devons pas encore trouver là comment on peut sortir. Et donc, nécessairement, le produit luxueux,
nous pouvons gagner un flambé des prix de ce côté-là. Donc ça, c'est des drawbacks. Les autres affaires, nous avons fait bien attention à ça. Nous trouvons avec un récent événement, nous avons fait bien attention, qui nous fait un bon due diligence. Là, ça dit qui vous gagne cette nationalité-là, qui nous parle, connaît 6 mois après, qui détourne dans ce pays. Par exemple. Thierry Valette, merci. Nous vous libérons et puis nous continuons le débat avec nos deux invités et également, je me perds dans mes notes, Faraz Rojid, Head of Financial Services Cluster de l'Economic Development Board, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup, Thierry Valette. Je suis d'accord avec Thierry Valette sur la manière de cette affaire-là, c'est-à-dire, pas juste négativement, il y a une possibilité réelle de bénéfice là-dedans. Il y a deux perspectives. Il y a un volet économique que Thierry parlait de qui ça m'a étranger là qu'a ramené. Et je pense qu'il y a un screening pour faire ça m'a étranger là. C'est-à-dire nous devons trouver que ça permet de la valeur ajoutée, que capable de permettre une connaissance qui nous paye là, que une industrie qui nous paye là, et ça les cas bénéfique au pays. Mais je trouve beaucoup de questions le patriotisme qui nous paye van nos nations tout ça. Mais l'eau, ça volait là, patriotisme qui était, nous avons envie qu'il nous paye améliorer. Si nous pays peut améliorer à travers ce mécanisme, qui s'en a parlé l'infrastructure, qui s'en a parlé dans le secteur émergent, continue grandir. Mais si nous pouvons réussir à mener ça à l'étranger là et nous pouvons gagner ça en même temps, il y a un sens de patriotisme en même temps. Il y a un business pour faire avec ça, là, une fois qu'ils sont là. Oui, certainement. Vous pensez, Thierry et Tony, les libères, l'aspect positif. Moi, je suis content peut-être que l'affaire négative. Et de l'aspect là-dedans, vous pensez de l'aspect émotionnel et de l'aspect social et business. Émotionnel, moi personnellement, je ne tiens que moi. Et il y a assez répugnant qui nous paye nos nationalités pour, entre autres, payer une dette nationale. Je trouve une mesure un peu de désespoir qui, bon, c'est un dernier recours de là. Et ça c'est mon perception personnelle. Deuxièmement, au niveau business et social, ce matin, il y a un autre camarade qui est dans le secteur de l'immobilier, puis il me disait, moi, il te connaît un tel parce qu'il a une autre management company, parce qu'il est conseiller son client, Boston Property. Pas ses nationalités. Attends, tu as une nationalité, tu es capable de faire. Donc, c'est assez inquiétant pour lui. Donc, il me disait, moi, tu connais, il prend nous dépourvu d'investir quand même pas mal, ça c'est un volet. Deuxième volet, il ne faut pas négliger, c'est le volet social aussi. Mon pensée, et là, même Singapour qui nous reprend, même Dubaï, pour gagner citizenship, c'est extrêmement difficile. Vous gagnez pas mal de résidence, vous gagnez tout ça là, mais citizenship, c'est quelque chose de très prisé. Là, nous pouvons attaquer, comment dire, des affaires fondamentales du pays. Où est l'endroit, comment vous pensez, Chypre, Malte ou bien Portugal, Portugal, pas trop cher, mais Chypre, Malte au moins, que je donne citizenship. Mais je ne pas connaître si pour visuel dans le même niveau, même l'équipe qui va de Chypre. Nous avons été rejoints par Faraz Rojid. Faraz Rojid, bonjour. Faraz Rojid qui est le head du Financial Services Cluster de l'Economic Development Board. Précédemment, outil officer in charge de FSPA, qui s'occupe marketing de nos services financiers, notamment Global Business. Alors, Faraz Rojid, dans Bidze, il y a un mot qui revient, et c'est un mot qui pourrait venir très régulièrement durant les semaines à venir, qui a une importance extrêmement cruciale pour le service financier, c'est le fameux blueprint, le service financier. Pour qui ban déjà l'idée fort, qui déjà fini de passer dans Bidze, qui ban changement ou capable partage avec nous, qui déjà dans le budget, peut-être les autres ou pas pour capable de faire tout de suite, mais qui va un changement déjà important qui pour peut-être du monde pas fait suffisamment réaliser quand on écoute Pravin Jagannath causer, je dis. Bon, merci Rabin. Et pour commencer, un blueprint, c'est aussi un exercice qui nous fait pour amener nous centres financiers ce next phase of development.
Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que nous basons nos succès qui nous avons. Hein? Et nous tous connaissons qui, pendant 20 dernières années, Maurice a joué un rôle fondamental comme un centre financier pour un investissement cross-borders. Ce qui fait, c'est que nous, comme un centre financier, nous faisons pooling of investment capital dans Maurice, nous mitigons le risque, nous enhance fiscal efficiency. Et puis, nous faisons un tremplin, Maurice, un investisseur, c'est Maurice comme un tremplin, vous avez investi dans une juridiction telle que l'Inde et aussi l'Afrique, une juridiction émergente. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est le blueprint pour base nous ça succès qui nous est là ban fondamental qui nous est là the tested and proven jurisdiction et que nous parlons ban graduated financial services alors il y a pas mal d'éléments qui budget une corrige une certaine anomalie le captive insurance c'est un des segments que Maurice a beaucoup un rôle très important pour jouer et nous avons pas mal de reproches avec OECD par exemple la façon qui nous taxait et captive insurance, alors ça anomalie là, finit corriger. L'harmonisation couvert également ça là. Oui, certain. Non, il y a différents systèmes de substances pour ban captive insurance. Ce qui est arrivé, c'est que quand on utilise votre captive insurance en 2015, il y a un 10-year tax holidays. Mais les parties viennent avec certaines ban rigid substance requirements, comment on appelle ça. Alors l'idée c'est quoi? C'est que nous corrigeons ça ban substance requirements ça pour qu'ils soient capables de bénéficier des tax holidays. Alors le OECD n'a aucun problème avec tax holidays si il y a une substance. Et ban panéliste cause beaucoup là. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, et le blueprint met un accent très important le non-conventional banking, par exemple Islamic Finance. Et si vous regardez dans le budget, il finit corrige des trois anomalies quand il s'agit de ban instruments tels que Ijara qu'on prend et façon qui vous taxer ban l'intérêt parce qu'il dans un Islamic Finance ou pénal l'intérêt on appelle ça un profit charge et que vous trouvez qui budget il adresse ça et qui corrige cette anomalie qui est là avec conventional banking. Et que si vous trouvez qu'il y a un instrument qui est listé, le Stock Exchange of Mauritius, et c'est un instrument qui est un Islamic bonds, nous appelons ça bonds sukuk, alors conventional bonds, et quand il y a l'intérêt, pas de withholding tax. Par contre, quand il y a un instrument tel que sukuk, il crée ce qu'on appelle un withholding tax at source. Alors, le budget vient, section 27 du income tax act sera amendé, que pour éliminer sa barrière qui est là entre non-conventional et conventional islamique et tout ça. Alors, ça, c'est dès l'accent de blueprint. Troisième affaire qui, budget précédent, une des affaires causées, c'est le treasury management. Et Maurice a un rôle très important quand il s'agit des treasury management. Parce que chaque année, nous avons par rapport à 200 milliards de dollars qui viennent dans Maurice pour aller être investi dans un projet en dehors de Maurice. Alors, pourquoi pas créer ça enabling environment là pour qui nous capables d'un rôle au niveau treasury management et qu'au niveau de treasury nerve center. Alors, messieurs, beaucoup de choses peuvent causer là. Pour vous, blueprint là, de ce que je peux attendre dans blueprint, c'est un document porteur d'espoir là, ou bien c'est pas trop clair là, qui nous peut faire, qui direction nous peut aller? Non, dans le passé, nous avons beaucoup ça genre de réflexion là. Et nous, c'est là, c'est que ça blueprint là vraiment délivre, c'est que l'objectif qui est atteint. Comment Faraz peut dire, il y a une roadmap, comment nous pouvons évoluer dans sa valeur ajoutée là. Pour moi, il est important qu'il nous comprenne quel mécanisme, quelle transition pour nous en place et comment nous pouvons faire. Parce que là, nous avons un régime, que nous tenons un régime investment holding et que nous tenons un certain degré de substance, que nous pouvons évoluer en valeur ajoutée, que nous pouvons mettre encore plus de substance et régime fiscal là aussi pour changer. Mais nous devons là comprendre et de nos opérateurs comment pour faire cette transition-là. Et ben investisseurs-là, nous aussi nous devons comprendre comment pour aller vers un système de harmonisation, comment nous causer, de valeur ajoutée et de substance à la fois. Parce qu'il n'est pas facile pour transitionner ça du jour au lendemain. Mais Rochan, c'est un processus de concertation, non? Je connais que enfin, a priori, je suis censé connaître que nous perdons. Pour commencer, c'est pas beaucoup blueprint là, il n'est pas encore venu public. Non, mais voilà. Des pans, des bribes, oui. Comment c'est qu'il est. Il y a une bribe, comment c'est qu'il est. Et ce qui, quand même, me pense, c'est peut-être la différence, c'est finalement un certain degré de consultation avec le secteur. Hein. Il a, par exemple,
le président de l'ATMC, qui font partie du comité. Et c'est qu'ils sont aussi, ne pas penser, ils ont dit, nous donnent une levée de bouclier dans le secteur contre ça. Parce qu'ils tiennent le processus de consultation. Donc, tout le monde s'y connaît à peu près. Par exemple, JBC2 pour éliminer, tout le monde s'y connaît. Writing was on the wall, c'est juste qui formule, qui forme les pas. Et ça, vous pensez, c'est très important. Parce qu'il a une prévisibilité, une sorte de prévisibilité. Tout le monde donne sa contribution, une partie prenante de la chose. Et ça, c'est une belle différence comparée à ce qui nous trouvait peut-être quelques années de cela, où quelque chose a été imposé sans que quelqu'un ait son mot à dire. Donc ça est différent. Et là, vraiment, le sentiment, c'est un travail d'équipe. Donc, tu dis, vous amènes ce pied à l'édifice. Donc, ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a... Bon, c'est un concept très politique, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un parent pauvre dans le secteur financier qui d'habitude pas habitué à l'attention qui est bizarre et qui vous expecte, qui a envie, il a un pan important, une attention suffisante dans sa blueprint là. Et vous pensez, une des bonnes affaires, pour ma bribe qui est sortie, c'était bon pour dans le blueprint, c'est un bon secteur, c'est wealth management, etc. Donc, on ne pas trop trouver une manche dans le budget ou bien une comme peut-être la législation est déjà là. Mais quelque part, on pas aussi, parce qu'il y a un pilier qui peut essayer de développer dans le secteur. Donc, on pensait quelque part, au moins ici, parce qu'il finit dans des dizaines de mesures, ici, elle l'annonce, là. Nous laisse Farage, non, certainement. Et wealth management, c'est un des bonnes. Bon, rapport là, banque au public, ça, c'est certainement une vérité. Bon, et pareil que moi, nous collaborer, c'est un travail d'équipe. Alors, l'idée, c'est que McKinsey, in drive the reflection a bit further. Mais quand nous causons services financiers, nous causons un peu oubli. Nous sommes capables aussi, quelquefois, de trouver qu'ils nous oublions qu'il y a un stock exchange of Mauritius. Et nous trouvons pas mal de structures qui sont à Maurice et qui nous pas causent beaucoup le servi et le marché capitaux to its extent pour qu'ils nous capables de dire, par exemple, un fonds vient faire un instrument dans SIM Maurice. Mais ce qui est capable de dire, c'est que le blueprint il adresse ça aussi. How to make Mauritius that ideal hub pour qu'ils nous capables de faire le distinct capital raising et qu'ils nous capables aussi allow les investisseurs viennent injecter l'argent dans un projet qui peut certainement en Afrique. Et wealth management, c'est un autre composant qui me pensait très important et qui définitivement, me peine aucun doute, qui blueprint est certainement adressé. Mais il est très important, wealth management, pour aider à créer un pilier qui nous est capable d'amener nos juridictions à une autre phase de développement. Et c'est très, très important. Et que nous causons aussi wealth management, nous n'avons pas besoin d'oublier que the world is moving forward. Et que recognition d'un budget pour cryptocurrencies comme un digital asset, comme un asset class, c'est aussi important parce qu'il y a plusieurs fois où il y a un gros high net worth individuals, ultra riches, qui viennent faire domicilier un portfolio d'investissement à Maurice et que vous trouvez qu'il y a plusieurs types d'investissements, mais il y a aussi un par là-dedans, c'est qu'il y a un investment in les cryptocurrencies. Qui n'est pas capable de ça. Et là, la loi, le cadre légal Maurice, on peut reconnaître qu'il y a un asset class et que je pense que c'était une des anomalies qui nous vraiment est vraiment important pour nous adresser, pour qu'ils nous capables de dire que we are that hub. Faraz, aujourd'hui, nous permettons nous dans notre troisième partie du débat. Nous pouvons commencer avec FinTech, nous pouvons commencer avec intégration technologie avec le monde financier. Après, ça courte page de pub là tout de suite.
Retour en studio. Nous sommes toujours en direct. Et nous avons un nouvel invité, Dave Kou, qui est le Managing Director de Rogers Capital Technologies, nous a rejoint. Nous avons toujours Priscilla Patou, avocate d'affaires avec nous en plateau, et Faraz Rojid, qui est également de l'IDB, qui est toujours là. Alors, dans cette dernière partie de notre émission, on va parler de FinTech, de technologie et de l'intégration de la technologie dans le monde de la finance. Finalement, un mot qui ne servait comme ça, cryptocurrencies, regulatory sandbox license, il y a beaucoup de jolies idées, jolis mots AI, etc., qui le ministre des Finances a servi. Il dit qu'il y a un comité qui peut travailler là et pour étudier cette mise en œuvre. On commence comme ça, Priscilla Patou et Dave Kou, parce que c'est un buzzwords, quand il y a n'importe qui revue économique internationale, partout, ça revue pour trouver ça. On servi ban buzzwords qui nous trouvaient dans Harvard Business Review, dans The Economist, etc. Et que Make It Happen Maurice, qui distance on a pour parcourir Dave Kou? Bon, déjà, rapidement, dire, comme le budget, en fait, il y a pas mal de bonnes intentions. Pas mal de bonnes intentions, mais c'est moi quand même fintech, depuis un certain moment. Et nous avons de voir, on avait pitché notre budget l'année dernière. Et le budget l'année dernière, déjà, une cause fintech, et pas justement qui nous servi, c'est que le trouvé qui Maurice a un potentiel pour qu'il Maurice positionné comme un fintech hub pour Africa. Donc, un premier mot qui servi, c'était déjà en termes de vision, il y avait quelque chose qui a déjà été défini. Et malgré qu'ils m'ont trouvé, c'est IDB par exemple, qui vient engage by stakeholders pour justement nous créer un regional FinTech Association. Donc déjà, c'était déjà là l'année dernière. Et puis au niveau de FSI, pour set up un certain nombre de rules and regulations pour justement FinTech activities, comment peer-to-peer, lending et funding. Mais comme on peut guetter aujourd'hui au nouveau budget, ben, effectivement, c'est déjà, on peut demander la question, c'est ce qui, nous dit l'année dernière, nous réaliser, où on en est aujourd'hui. Et maintenant, quand nous peut guetter ça l'année-là, nous peut trouver, nous peut cause un National Regulatory Sandbox License Committee. Donc également maintenant, c'est encore une fois un comité. Et en Afrique, nous peut poser nous, c'est est-ce qu'effectivement là, nous peut avancer dans le concret, ou bien c'est toujours au niveau de comité, donc c'est pas qui nous peut demander nous, tout en sachant que quand on peut cause fintech, c'est déjà qu'on peut être à côté de nous, on est dans l'Afrique, mais vous pensez l'Afrique aujourd'hui, au niveau fintech, j'ai déjà une certaine avance par rapport à Maurice, chaque fois nous comparons nous avec l'Afrique, nous disons nous en avance, etc. Mais on trouve qu'il vraiment, nous feeling, c'est nous un petit peu en retard. Et maintenant, on a besoin justement d'accélérer. Et pour accélérer, ça veut dire qu'il nous a mettre les moyens, etc. Donc c'est ça le premier constat qu'il m'a fait. Et vraiment, nous pouvons vraiment guetter si effectivement il y a des choses concrètes qui vont venir. L'avocate, pas tout de suite, la parole est à la défense. Non, pas défense, mais plutôt une discussion. Non, c'est vrai. Et l'année dernière, il y a pas mal de mesures qui sont annoncées au niveau FinTech. Et bon, par exemple, FinTech Association, vous êtes capable de dire qu'il est fini presque prêt. Nous sommes redressés CEO, nous avons fini de discuter avec FinTech Rules dans le monde entier, surtout au niveau Angleterre, pour get un coup de comment nous sommes capables de bridging et quand même ça entrepreneurial, FinTech entrepreneurial spirit dans Maurice. Et que ça, c'est OK. Le FinTech Association, il est là. Et que les pour travailler very closely avec IDB pour surtout promouvoir Maurice comme un hub idéal pour qui ban fintech preneurs sont capables de baser ban activité Maurice surtout pour desservir l'Afrique et certainement comment on dit et l'Afrique n'a pas mal une longueur d'avance surtout l'Afrique a une longueur d'avance parce que et on connaît par exemple fintech c'est quoi fintech c'est leverage de technologie pour nous distribuer ban financial products ban financial services dans l'Afrique tout le temps nous avons un problème le côté de banking sector. OK? Alors, tout le temps, il y a un problème de pénétration. De bancarisation bien faible. Bien faible. Alors, comment ça se résout ça? Je servis mobile banking solutions. Et que moi, c'est démontré bien. Alors, je design un first move advantage de par le fait qu'ils tiennent une économie qui est partie propice pour ban activité financière conventionnelle. Mais
d'ailleurs, l'année dernière, et depuis l'annonce a été faite, et l'IDB, et il recevoir plusieurs applications quand il s'agit des fintech. Il y a une peer-to-peer lending platform qui fait une licence. Et il y a on connaît quand nous because et nous avons film rebate scheme. Alors l'idée c'est que tout ça un film qui peut venir tourner à Maurice, c'est pas juste faire shooting, mais c'est aussi faire post-production, mais c'est aussi faire production. Alors nous avons une compagnie qui par exemple donne une garantie financière d'achèvement à un producteur film. Si demain je pas un cas complet de film là, c'est ça une compagnie là qui step in, on appelle ça un film completion guarantee bonds. On finit de donner une licence pour ça. Et il y a une autre plateforme qui sert de blockchain comme un collatéral. Ça, on finit de donner une licence pour ça. Mais aussi quand on a plusieurs juridictions, vous trouvez qui nous prend l'exemple Singapour et Malaysian Authority, the Monetary Authority of Singapore, lié à ce propre fintech, Jersey Authority, il y a ce propre fintech regulatory sandbox. Alors l'idée c'est quoi ça l'année là, c'est que regulatory sandbox pour fintech activities, étant donné que c'est probablement un non-banking financial activity, alors il shifté au niveau FSC. Alors FSC qui peut avoir un sandbox à ce là pour une fintech activities. Donc ça sandbox que vous pouvez dire là, sandbox qui a annoncé première fois dans le budget 2016. Ça est very wide. Et sur un résultat, et c'est sous la BOI, et sur le résultat, c'est bien, comment dire, un peu carré. Non. Est-ce qu'il. Ok. Mon question est simple. Il y a deux volets. Est-ce qu'il y a FSC, qu'il y a DB, whoever dirige Sandbox là, est-ce qu'ils étaient là suffisamment d'immunes, qualifiés, compétents, qui comprend qu'ils ont payé la licence eux-mêmes? Est-ce qu'il y a un process? Parce que bien évidemment, tout la licensing, il y a un process la licensing. Vous connaissez quels documents pour soumettre, comment pour évaluer, qui process faire. Est-ce que ça des affaires-là existent? Oui. Normalement, une application guideline est là-bas. Quand on a pour soumettre un projet dans FinTech ou bien dans n'importe qui cas de figure, qui activité. Vous connaissez Sandbox au niveau de IDB, il n'y a pas de 10 FinTech. Oui, tout, toutes les choses qui sont nouveaux, qui payent un cadre régulatoire. Oui, c'est ça. C'est Sandbox, c'est quoi? C'est un framework qui, en l'absence d'un regulatory paramètre, il step in pour donner le confort et que si permet un investisseur et budget ce business. Mais arrive à un certain moment où vous besoin légiférer. Et c'est ce qui nous peut faire dans plusieurs aspects. Peer-to-peer lending, par exemple. Nous finissons octroyer une licence à STEA, nous trouvons qui nous besoin d'expertise. Effectivement, nous besoin comprendre comment les marchés, nous besoin apprendre. We can't run if we can't even walk. Alors, l'idée, nous finissons au niveau de Sandbox, à STEA, FSC, nous avons peer-to-peer lending rules. Alors, nous avons tout ça, ces affaires-là, et puis là, nous octroyons une licence. Alors, il y a plusieurs éléments qui un investisseur pour bien montrer et pour commencer d'abord pour les capables sur l'application qui va être considérée pour un technical committee. Et le beauté des sandbox, c'est aussi qu'il nous capable, it's not carved in stones. Alors, quand nous payons, quand IDB, il receive une application, par exemple, qui est à titre à banking, non-banking, nous capables d'amener on the same table, nous amène Banque de Maurice. Nous avons Financial Services Commission. Quand nous trouvons qu'il y a besoin des affaires depuis Prime Minister's Office, nous avons Prime Minister's Office. Quand il y a besoin du ministère des Services Financiers, nous avons le ministère des Services Financiers. Vous faites-moi lever apprécier là partout. Une question posée à la juriste, du coup. Sandboxing, le principe de sandbox, c'est le fait de créer une situation spéciale, de créer un cadre régulatoire spécial pour un business qui n'est pas contrôlé par la loi. C'est une approche correcte pour, bien évidemment, il est correct dans certains cas, mais est-ce qu'il nous la loi lui-même? Nous, dans l'institution, comme on peut cause la Banque Maurice, on peut cause FSC, je n'ai pas besoin d'un overhaul dans cette manière qu'ils ont opéré, qu'ils ont régir, pour qu'ils soient capables de couvrir cette nouvelle activité-là? Bon, pour le sandbox, je pense que c'est une bonne idée de départ, parce que nous avons une demande, et nous ne pouvons pas dire non, ça va un investisseur là, nos systèmes pas permettent. Oui. Donc, c'est un peu, il existe dans les autres juridictions aussi, que c'est une boîte, pas les servir le mot photo, mais c'est juste quand les parents dans un cadre précis, nous toujours in une fallback position. Il n'est pas mauvais en soi, mais quand Faraz peut dire, nous set up un technical committee qui set up ad hoc. Donc, dépendant de la demande, le comité se forme, il draw its own rules,
et qu'ils apply sur own discretion. Et là aussi, il faut dire qu'il y a l'expertise aussi. Oui. Parce que Technical Committee, bon, il y a FSC, il y a BOM, mais il faut dire qu'on ne sait pas. Nous gagnons un peu de difficulté parce que tout ça, ban buzzwords, comment nous peut causer, FinTech, il n'arrive un seul coup. Il n'arrive un seul coup. Et nous sommes besoin capables de faire face. Pas prêt à aller. Donc, et c'est en même temps, nous devons apprendre, comme Faraz peut dire. Donc, puis apprendre, puis appliquer en même temps, ce qui fait qu'il y a quand même le temps de processing de ce FinTech là a été énorme. Que ça m'a investisseur là même, il y a beaucoup une backup parce que c'était trop long. Dans FinTech, si nous ratons le shot, ben, souvent, tu finis perdu, les autres finissent devant. Donc, c'est à l'ailleurs. Dévaco? Mais justement, moi, je m'envie de réagir par rapport à ce qu'ils viennent de dire, que déjà, le process prend énormément de temps, etc. Et là, je fais qu'apprendre que, par exemple, au niveau regulatory sandbox license, c'était au niveau de BOI et IDB. Oui. Maintenant, pour FinTech, ça bouge au niveau de FSI. La question qui peut me poser, c'est est-ce qu'ils étaient dans les compétences voulues, est-ce qu'ils étaient dans les ressources, etc. Parce que là, finalement, nous soutiennent côté que peut-être ils build up une certaine compétence, nous parlons d'une autre entité et nous ne pas retrouver dans une situation qu'on dit prend encore l'État parce que vous attendez du monde monter en compétences, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que sinon, FinTech ne peut pas attendre nous, malheureusement. Je rajoute quelque chose avant que Faraz va répondre. Non, parce que lorsqu'on a ajouté les nouvelles licences, Custodian Digital Assets Marketplace, guidelines to be issued on investment in cryptocurrency, cyber security, cyber resilience, tout ça et même AML CFT to align on FAF recommendation parce que même FAF pour venir bientôt avec un rapport au investment in cryptocurrencies. Donc nous obliger follow, nous obliger ready. Donc ce qui inquiète moi dans ce budget là en fait c'est il y a beaucoup c'est une set path. Partout dans le budget là nous trouvons un mot e-platform, blockchain technology, partout dans tout secteur. C'est une bonne chose. Mais partout aussi, ce que nous retrouvons, c'est beaucoup de comités set-up to think about it. To think about it. Alors que, mon pensée, c'est maintenant libre à d'ajouter ce que je pensais, mais type comment la France il fait Macron il nous ouvre sur la porte il dit comme un innovateur, un researcher, tout. Venir, nous donnons permis, work permit, etc. Donc, qui fait, nous pouvons faire un scheme, en même temps que nous lançons ça un nouveau schemes, ça une nouvelle licence, que même au niveau FSI, vous avez besoin d'une expertise, parce que ça ne s'invente pas, et nous avons besoin de compétences là maintenant, parce que quand nous pourrons recevoir cette application là, nous sommes capables de traiter. Nous ne sommes pas capables d'attendre 6 mois pour délivrer une licence exchange in digital assets. C'est une question que je me pose, ça, entre le moment que le steering committee pour joindre, pour décider qui rules pour mettre, ça va un client qui peut venir taper la porte, peut dire moi intéressé faire business ici, et qui n'est pas capable de démarrer notre business, et qui peut aller au Cameroun, qui peut aller au Rwanda, qui peut aller au Panama ou wherever, qui peut faire ça? Non, certainement. C'est une réflexion qui nous tout le temps dit. Normalement, nous tout le temps, surtout au niveau IDB, nous préconisons pour un first move advantage. And we can't miss the train. Mais en même temps, il y a un tricky thing to think about. Qui fait? Qui fait? Nous avons par exemple Malaisie. Malaisie a un scandale financier sur cryptocurrencies. Okay? Il y a plusieurs gens qui spéculent sur crypto assets. Et au trouvé du jour au lendemain, they went from billions to nothing. Et c'est ça une réputation. Vous connaissez, au niveau IDB, vous trouvez que par exemple, il y a un journaliste de International Consortium of Investigative Journalism qui a écrit un article au Maurice qui nous disait rebut, etc. Nous avons interrogé Washington. Exact, et qui fait une référence là ça. Bon, et réputation, il joue un grand rôle. Et once vous connaissez, nous pouvons move vers FinTech. Et once nous finissons une activité dans Maurice qui crée un reputational risk, it's there to stay. Et c'est ça une réflexion qui tout le temps nous fait et que nous pensons qui certainement nous besoin move with the time, mais aussi nous besoin get un coup qui nous a compétences, nous a
process qui bien ancré, nous avons un garde-fou déjà, pour qui certainement nous capables de faire face à toute une situation. Et aussi, quand nous causons fintech, nous aussi causons investment, speculative investment, if I may say, le cryptocurrencies. Et que c'est un instrument qui nous fait pour un sophisticated investor. Ça, il dit énormément de choses. Il dit qu'un sophisticated investor est conscient que ça investissement qu'il peut faire là, it can fail. There is a high likelihood that it's going to fail, it's bound to fail. Alors, ce qui nous fait du jour au lendemain, alors l'idée c'est quoi? Nous, doucement, comme on dit, certainement, we have to concede, nous doucement, mais qui fait doucement, c'est parce que we are being cautious. Et que moi, penser ça, c'est très important. Quand même, une affaire qui fait aujourd'hui dire, c'est ça, élément de spéculation. Et puis, c'est vrai, mais c'est l'utilisation de crypto-monnaie pour financer des affaires criminelles, des activités criminelles, etc. Est-ce qu'on nous pensait que le cadre légal n'existe pas, bien créé from scratch? Est-ce qu'il nous est capable de mitiger ce risque-là, Maurice? Et comment nous faire aller? En tout cas, est-ce qu'il y a un modèle qui importable, si nous sommes capables de dire? On peut regarder, nous avons quand même une juridiction qui n'a beaucoup plus loin que nous, comme l'Australie ou même le Japon. BMUD, c'est carrément intégré cryptocurrency, non seulement comme un digital asset. Japon, je crois, il a accepté comme un legal, tu peux trouver ça là, une valeur légale. Donc, le pays aussi dans mon fait tout. Nous avons un prend un peu plus de risques. Oui. It's a bet. Comment les caves rapporter, c'est qu'ils assument prendre ce risque-là, et d'autres avancer précautionneusement aussi, be in the middle, donc nous pas dans le sofa, nous pas non plus lag behind, mais nous n'avons pas prendre une middle decision au cas dire. Il pas mauvais en soi, mais du moment que nous commençons d'une bonne licence et nous mettons cryptocurrency dans nous la loi, nous pas cave évite ça va un risque là. Volatilité cryptocurrency ou pareil comme un investissement dans un produit atypique, c'est pareil. Donc, c'est à l'investisseur qui prend cette décision. Oui, nous avons probablement un sophisticated investor pour juger ce bon risque, mais comme beaucoup d'investisseurs non avertis, ils n'ont l'Internet, ils n'ont pas de Bitcoin et ils font d'autres profits. Hein. Et ils se sont fait avoir aussi. Je crois en Chine, il y a un scandale que quand tu peux convert, ils hackent. C'est un risque. Donc, either you take it or you don't take it. À ce stade, nous avons un framework là quand même ici qui est adapté parce que c'est cause AML CFT ou bien supervision de la FSI. Ça va pouvoir qu'ils ont énorme déjà. Ils pour rentrer dans cette licence là because those would be licenses. Donc, du moment qu'ils ont une guidelines, ils ont besoin de contrôle et nous pouvons avoir une recommandation FAF aussi, comment réglementer ça dans cryptocurrency dealings. Nous mettons dans la loi et FSA, c'est le régulateur, il agit comme il est supposé agir. Je ne peux pas croire que parce que les particuliers, qui est impossible. Développement, est-ce que ça échange à faire ou dire qu'il y a dans certains secteurs d'activité dans le domaine de la fintech qui nous pas prêts pour rentrer en fait, ou alors non? En fait, pour moi, c'est fintech est très large. Oui. Il est très large, il n'est pas que crypto. Bien sûr, il y a énormément de choses qu'il est capable de faire. Par exemple, nous avons même traditional players comme la banque, avec une nouvelle technologie, je câble, je propre solution. Propre service d'aujourd'hui, je devine avec une nouvelle façon. Ouais, microfinance, délivrer que d'autres clients. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'on peut déjà faire. Donc, mais quelque part, moi, ça qui m'a péquité, par exemple, au niveau, quand on peut cause fintech, déjà, c'est bizarrement un nouveau skill set. On trouve dans le budget, il y a une mesure pour dire, OK, performance, jeune, etc. Doubler banalité au niveau. Vous parlez dans 20 ans, les temps que vous êtes sortis, les temps que vous êtes sortis, technologie de finissance. Mais quelque part, bizarre ça, mais ça qui me peut dire, c'est que comment on peut build capacity pour un jeune, il y a un peu autant. Moi, je pense au niveau de nos institutions, parce que quand on fintech, c'est extrêmement pointu, extrêmement complexe, etc. We need to ensure that our guys in the institutions
they are up to, on peut pas dire, mais si besoin recruter un expert additionnel, on le fait. Si besoin mettre un nouveau type de structure, besoin faire lui. Parce que pour moi, s'il arrive à un moment donné, we need to move fast. On ne peut pas se dire, nous avancer petit pas, lentement. Bon, il y a des choses où il faut vraiment regarder proprement, convenablement, etc. Mon fine là. Mais ça ne veut pas dire nous arrête tout. C'est ça qui me peut dire. C'est si bizarre vraiment. Forme les équipes au niveau institution, we have to get it done. Que ce soit même au niveau secteur privé aussi, par exemple, quand on est cause fintech, mais dans le secteur privé aussi, ils peuvent mettre de l'avant les ressources, ils peuvent former, etc. pour dire, au niveau de fintech, qu'est-ce qu'on va développer dans le futur, etc. Donc, mais ce n'est pas que le secteur privé, il faut que les institutions aussi suivent. Voilà. Bon, je suis totalement d'accord. Capacité, bien qu'on pense en soi et pas régulateur. Très important, très important. Bah, nous terminons l'idée qui, ok, ben, où des coûts dans où l'entreprise, est-ce qu'il, vu l'existence ou l'inexistence de règles dans Maurice en ce moment, si il y en a, si met un peu l'autre, si nous avons un peu de prévisibilité, qui est capable de faire concrètement? Vous posez une question, qui pipeline éventuellement comme investissement, comme potentiel dans ce secteur-là? Oui, moi, je faire un parallèle avec, par exemple, ça qui est arrivé dans le domaine télécom. Vous connaissez, quand Internet est venu et puis nous avons la libéralisation, télécommunications, etc., c'était quelque part un nouveau service qui est sur le marché. Comme on dit, un nouveau service, c'est vraiment une révolution, le secteur de télécommunications. Nouveau service, nous avons nouveaux players. Quelques années, 20 ans de cela. Parce qu'il y a une compagnie comme Amazon, comme Google, etc., comme Apple, ça clipé faire aujourd'hui. Et pour moi, c'est le fait qu'il nous aille de l'avant avec ça. Nous gagnons de nouveaux players. Nous venons avec une nouvelle solution. Aujourd'hui, quand on est cause télécom, nous gagnons par exemple au niveau Skype, par exemple. Mais aujourd'hui, nous pouvons causer, mais pas payer rien. Du moment où nous n'avons pas, mais nous pouvons servir, nous pouvons causer avec quelqu'un, même au niveau international. Donc, gratuitement. Nous gagnons par exemple messaging. Ben, nous ne pas payer, nous servir WhatsApp, etc. Mais comme si le monde a changé complètement grâce à libéralisation, secteur télécom, etc. Quand on regarde FinTech, je suis un petit peu pareil. Quand on dit moi qui est dans le pipeline, je dis franchement, effectivement, je suis convaincu, it will change the sector, ou bien the way we are doing things. Ça m'a convaincu là. Qui va un service concrètement nous prenons? Je ne peux pas dire tout de suite là, what it will be, parce que déjà il y a une solution de PGT, mais confidentielle à nos niveaux. Mais ça qui m'a dit, oui, it will be a game changer, dans le sens que même au niveau d'un opérateur existant, ben, je vous besoin, sans façon, je peux donner un service, ça c'est un. Deuxième affaire, c'est un nouveau players qui peut on a aujourd'hui, par exemple, comme Amazon, Google, etc. Je peux déjà donner un service. FinTech. Je vais déjà demander un service banking, je vais déjà demander un service paiement, etc. Digital wallet, completely new players, rien à voir avec les traditional banks. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un potentiel énorme. Et l'avantage, ça qui côté des bouts intéressant, c'est que quelque part, c'est pas une innovation, mais après, les points de bénéfice à tout le monde, dans le sens que quand nous payons FinTech, nous payons un service beaucoup plus rapide, nous payons un service much cheaper, qui ban charges qui nous gagnent à travers les traditional players aujourd'hui, et aussi convenience. Avec un smartphone, nous pouvons faire une tas d'affaires. Donc finalement, pour moi, c'est if we have to go, effectivement, le déjà en retard, we need to go for it. Et le mieux, sooner the better. Et pour moi, définitivement, il change complètement la façon dont on peut faire les choses. Hein. Nous vous laissons Faraz Rodjid conclure, mais avant ça, Monique pose Priscilla Patou la question. Est-ce qu'il arrive où dans les mois qui ne fait que passer de gagner un dimoun qui vient tout dans le cabinet, qui dit oh, moi intéressé, investi là-dedans, dans sa structure-là, pour faire ça, et on vient déjà dit non, sorry, monsieur ou madame, nous, structure juridique, pas permet de faire ça pour le moment, repasser, si vous avez envie, repasser dans 1 an ou bien dans 6 mois. Il arrive où ça? Ce qui est drôle, c'est que me fait noter là. Dans le cours du mois dernier, on a rencontré trois personnes. Donc, un avocat qui était dans le secteur bancaire, un avocat qui était dans le secteur bancaire, qui restructure dans tout ce qui est blockchain et fintech avec un partenaire, et il abandonne le côté bancaire et il into that, il fait créer ce, il peut wait là. Mais il déjà commence ce travail là,
et que j'ai rencontré un autre qui est aussi dit à moi, donc quelqu'un, moi pas déjà un peu, not to be taken seriously. Oui, hein. oui. Donc un autre aussi, il dit à moi, I'm into blockchain. Il travaille avec des investisseurs américains qui veulent créer un fonds to deal into cryptocurrencies. What is going to come in the budget? Good it's coming, Nous petit plan. but not even. Petit plan ici. Oui. Et troisièmement, on aura bientôt organisé en août le Blockchain Conference. Donc, une des personnes involved dans cette organisation de cette conférence me disait, ils sont tous eager to hear the budget parce qu'il y en a énormément d'intéressés et cette conférence, franchement, il faut y être parce que c'est la quantité d'investisseurs qui seront là chez nous à Intercontinental en août. Donc, vous une fille là, hein? Moi pas pour là, c'est le problème, mais moi je un mauvais collaborateur, mais définitivement, définitivement, il y a du potentiel de new business. Hein. Donc, il y a une pipeline. Ouais, effectivement. Et non, il y a une pipeline qui certainement aura beaucoup à vous dire parce qu'il nous bound by confidentiality. Mais c'est bon, si nous get strategic directions dans le budget, comme annexe du budget, vous trouvez qu'il y a une whole section on moving towards the digital and cashless economy, mais totalement, on joue à Dave avec Priscilla, qui une solution fintech, les plus rapides, les moins chères, et qui à la portée de tout. Mais aussi, il y a un composant qui est très important, qui, par exemple, quand nous cause cryptocurrency, c'est qu'un, et nous là, nous servons un distributeur de léger technologie, par exemple. Il adresse beaucoup de problèmes que nous trouvons très traçabilité, l'argent, et qu'il est capable, at the end of the day, be a safe jurisdiction. Et que nous avons le chairman des IFF la dernière fois, qui est tout le temps dit à nous, quand nous payons Maurice comme un centre financier, surtout pour l'Afrique, nous avons besoin pas comme un gateway, mais aussi comme un gatekeeper. Et ban digital solutions, ban KYC, etc., et arbitration, tu vois. Alors, l'idée, c'est que FinTech, les pour aider nous to become that gatekeeper pour quand un pays africain, pour trouver qu'un investissement peut venir à travers une compagnie qui est structurée ou basée à Maurice, il déjà il a un comfort level. Et que je pense que ça c'est très important et que nous allons leverage le fintech pour faire ça, certainement. Farhad Rodjit, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Priscilla Vatou, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec une interview politico-économique de Ramasitanen. Puis mercredi, c'est le ministre des Services Financiers qui sera notre invité. Soudia C5 sera là en direct de 17h30 à 18h30 sur ce plateau. Merci, bonne soirée, au revoir.